Donc on va commencer tout de suite, hein. Donc voilà, donc vous avez ici la caisse qui est sur le sol. Donc on a enlevé les 4 lanières plastiques, on les a coupées, on les a enlevées. Donc maintenant on va enlever le couvercle supérieur. Sortir, voilà. Les 4 cartons qui sont là, ce sont des cartons de protection, donc on peut les enlever. Et on retrouve le kit qui est donc déjà assemblé. Et pour aller plus loin maintenant, il faut déployer une couverture par terre, de manière à ce que l'on puisse retourner le panneau sur la couverture, ce que l'on va faire en prenant le panneau par le bas. Voilà. Je le mets comme ça, Philippe, comme ça c'est le haut normalement. Attends, on va le prendre. Voilà, on prend tout. Le prend, juste le point de la couverture. Voilà. Et donc, à l'arrière du panneau, on trouve, je dirais, la structure qui est prémontée, donc qu'on retournera. C'est un montage qui est préparé pour être posé sur le sol en format paysage. Il y a une autre solution de le mettre en format portrait, mais c'est prohibé de le mettre, je dirais, par terre en format portrait. Derrière, il y a ce petit carton qui protège un petit peu l'onduleur qui est ici derrière. Alors, vous voyez que la fixation de l'onduleur, il est à sa place. Donc là, apparemment, il semble tenir à peu près. Si on veut le fixer de manière pour pas que ça bouge, moi, c'est un tout petit peu plus compliqué. On le fait. Je vais chercher un tournevis. L'onduleur est fixé sur la petite pièce jaune par la vis qui est là, mais qui est serrée par derrière. Donc, on n'a pas accès à la fixation directement. Donc, on peut enlever. Ah, là, tiens. Voilà. Enlever la pièce jaune. Voilà. Oui, bon, c'est cette petite roulette-là qui fixe l'onduleur. Et effectivement, quand c'est pas bien serré, ben, avec le transport et tout ça, ça peut se déplacer. Donc, ce que moi je propose, c'est effectivement, on refixe l'onduleur sur la pièce jaune. On resserre. Vous donnez un petit coup de pince de manière à le bloquer. Voilà. Et puis ensuite, il faut effectivement remettre l'ensemble en place. Retrouver l'endroit où on met la vis. On bloque un petit coup. Et voilà. Donc maintenant, l'onduleur, il ne bouge plus. Dans le kit que moi j'ai reçu, l'onduleur était complètement, je dirais, décalé. Donc celui-ci, il était encore en place, mais vous avez vu qu'il bougeait plus, il bougeait quand même un petit peu. Voilà.
c'est tout ce qu'il y a à faire maintenant. Ce qu'on peut faire directement maintenant, peut-être dans la boîte, il y a deux petites boîtes complémentaires. Celle-ci possède le câble de raccordement, donc depuis l'onduleur, on montrera tout à l'heure comment on le branche, jusqu'à la prise, je dirais, sur laquelle on va brancher le kit. Et la deuxième petite boîte possède des petites pièces métalliques complémentaires qui servent, notamment celle-ci, lorsque le kit va être posé sur le sol pour pouvoir lester l'ensemble de manière à ce qu'il ne s'envole pas lors des tempêtes. Donc on va retourner, on aura ça, c'est par là. On le retourne, on va le lever là, ça c'est la partie supérieure. Voilà. Donc si tu veux venir par l'autre côté, celui-là, tu peux le laisser comme ça. On peut éventuellement, si on veut tout mettre sur la couverture pour être au soleil, pour tout prendre, c'est très mieux par là. Voilà. Donc ceci permet, dans une des encoches, il y a 3 positions possibles. Voilà. Et donc de cette manière-là, le kit il est posé sur le sol en position donc paysage et opérationnel. Alors maintenant pour le lester, il y a sur cette traverse arrière ici 2 petits trous. On prend les pièces, on prend ces 2 pièces-là, on va mettre comme ça. Voilà. Il y a les 2 vis qui vont avec normalement là-dedans. Voilà. Donc il suffit de les... C'est là. Une d'un côté, une de l'autre. Voilà. Ce qui est préconisé maintenant, c'est donc de poser sur ces 2 plaques-là, soit des sacs de sable, ou soit des blocs en béton de l'ordre de 20 à 40 kilos sur chacun des côtés. Puis comme ça, normalement, il ne devrait pas s'envoler. Maintenant, il y a d'autres solutions. Chacun chez soi peut trouver effectivement la solution. Dans le cas où j'étais moi, j'étais posé sur une terrasse en caillebotis. J'ai mis 4 colsons au coin de ce support inférieur. Et puis comme ça, ben, il n'y a plus rien qui bouge. Voilà pour la fixation mécanique. Maintenant, en ce qui concerne le raccordement, c'est très très simple. Le câble, il a une dizaine de mètres de longueur. On ne va pas se tromper de côté. Hein. Voilà. C'est relativement facile. On trouve ici, donc il y a des détrompages, on peut pas se tromper en le positionnement. Donc on enfonce ça avec le joint. Voilà, le petit clic qu'on a entendu. Voilà. Et donc maintenant, il suffira de mettre ça dans la prise de courant par laquelle l'électricité sera rentrée dans la maison. Et donc derrière la Beambox, bon, vous pouvez, il y a un petit endroit là, il y a une vis qui est prévue pour éventuellement pour l'accrocher et la pendre
près de la prise, puisque là, il n'y a que une trentaine de centimètres. Donc la prise est éventuellement l'accrocher contre le mur à côté de la prise. On peut la mettre aussi horizontalement. Il n'y a pas de position, je dirais, privilégiée. Les deux positions sont autorisées pour la fixation de la beambox. Alors, sur cette beambox, il y a un code barre et il y a une référence. Bon, c'est relativement petit, mais ça peut quand même se lire apparemment, qui sera, je dirais, nécessaire tout à l'heure lorsqu'on va organiser la partie, je dirais, logicielle, donc de raccordement du kit à votre application, parce qu'il y aura une application sur votre smartphone, de manière à pouvoir suivre la production du panneau au jour le jour, la semaine ou dans le temps. Voilà pour la partie mécanique. Alors, je peux rajouter la chose suivante, c'est qu'il y a donc dans la boîte également, normalement dans la boîte, on trouve deux brochures. Une brochure documentation technique. Donc là-dedans, vous avez un certain nombre de renseignements sur le contenu, les caractéristiques, etc. du kit. Et puis je dirais, une notice de montage. Donc, les deux documents vous ont été envoyés également par mail aujourd'hui, je crois, ou hier. Et vous retrouverez dans cette guide de montage les autres possibilités. S'il y en a qui veulent fixer, je dirais, le panneau contre un mur et donc l'avoir pendu au mur. Et là, quand il est pendu au mur, il peut être en format paysage ou en format portrait. Donc, pour réaliser cette adaptation-là, qui n'est pas la majorité des cas visiblement souhaitée, ça nécessite une petite modification qui est bien expliquée ici dans la brochure de montage. Donc, ça nécessite effectivement de, bien entendu, avoir deux trous fixés de fixation dans le mur. Il est livré dans la petite boîte. Ici, un gabarit que l'on peut mettre donc contre le mur et qui montre exactement l'endroit où on peut percer les deux trous. Et donc, avec les types de supports que l'on a mis en bas et qui seront à ce moment-là fixés au mur, on parvient à attacher. Donc voilà les fixations des éléments comme ça qui viendront s'accrocher. On viendra accrocher, je dirais, le kit à ces deux pièces-là qui auront été fixées dans le mur. Donc on peut l'accrocher au mur et à ce moment-là, il est soit parallèle au mur, soit on lui donne l'angle que l'on veut avec exactement le même support. Ça, c'est la position en format paysage, comme on vient de le présenter. Et dans cette configuration-là, on peut le positionner également en format portrait. Et à ce titre-là, il y a une autre petite modification à faire. C'est-à-dire que par rapport au support qui est positionné comme vous venez de le voir, il faut donc le démonter et tourner de 90 degrés, de 90 degrés, hein, ici on va dire 90, hein, on comprendra. Voilà. Donc ici, au lieu de l'avoir comme ça, il faut le tourner et le mettre, je dirais, dans l'autre direction, de manière à pouvoir récupérer le panneau en format portrait contre le mur. Donc voilà les différentes possibilités. La dernière possibilité qui est ici, mais ça c'est une fixation, une position, une manière fixe sur un plan incliné, genre toiture. Là, ça nécessite quand même, je dirais, un minimum d'adaptation, je dirais, au niveau de la toiture pour pouvoir récupérer les fixations du support sur la toiture elle-même. Voilà, je crois que j'ai tout dit en termes de la partie mécanique. Donc, merci Roland, je pense que c'était très clair. Peut-être un complément d'information sur l'orientation du panneau. Pour certains d'entre vous, c'est probablement évident, mais pour d'autres, peut-être moins. Donc, je voudrais quand même recommander d'orienter ce panneau soit vers le sud, mais attention,
la plupart des panneaux en Belgique sont orientés vers le sud. Ça crée des problèmes d'excès d'électricité renouvelable certains jours. Ça crée les problèmes de décrochage. Donc, plutôt sud-est ou sud-ouest. Ça, c'est la recommandation actuelle. Pour ceux qui ont déjà des panneaux solaires, ça vous permettra aussi de produire à d'autres moments dans la journée et donc de limiter la saturation de vos onduleurs. Et par ailleurs, on a signalé tout à l'heure qu'il y avait 3 encoches à l'arrière du panneau. Ça permet de modifier l'inclinaison du panneau en fonction de la saison. Donc en été, vous avez intérêt à ce que le panneau regarde vers le haut, hein, parce que le soleil est beaucoup plus haut dans le ciel. Donc ça veut dire incliner davantage le panneau. En hiver, vous avez intérêt à le redresser puisque le soleil monte moins haut dans le ciel, toujours pour que le panneau fasse face au soleil quand il est au plus haut dans le ciel. Et puis, le niveau intermédiaire, c'est plutôt au printemps et à l'automne, niveau intermédiaire, évidemment. Voilà. Donc, éventuellement, on peut faire la manip. Voilà, plus redressé. On va remettre la barre sur monter, en dernière position. Voilà, donc la position été ici. Évidemment, si vous avez la possibilité de choisir la position de votre panneau pour qu'il soit moins ombragé par des obstacles naturels, maisons, arbres, c'est évident. Et l'inclinaison peut aussi vous aider à optimiser cet effet d'ombrage. Donc, je pense qu'à ce stade-ci de la présentation, on peut peut-être faire une pause et demander s'il y a des questions ou bien s'il y a des commentaires. Je vois que vous êtes une quinzaine à nous avoir rejoints, donc ça c'est bien. Et je vous rappelle aussi qu'on a prévu un enregistrement de ce webinaire, donc pour les personnes qui souhaiteraient le revoir ou qui n'ont pas eu la chance de nous rejoindre, ce sera possible de les revoir. 19 cm. Moi je dis 20. Voilà. Donc pour le transport, c'est important. On l'a signalé. Les personnes qui n'ont pas encore pris livraison de leur kit, c'est vraiment encombrant. Hein, c'est une grande caisse. On a eu certaines personnes pour qui on a vraiment dû ferrailler pour faire rentrer la caisse dans le véhicule. Donc il faut vraiment anticiper. Bon, on a terminé les livraisons pour ceux qui avaient demandé. Donc malheureusement là maintenant c'est terminé. On ne peut plus faire de livraison à domicile. Mais on a aussi des personnes qui ont commandé plusieurs panneaux et donc effectivement l'encombrement dans le véhicule, ça peut être une contrainte importante. On va rendre la parole à Roland qui a préparé en fait les 2 petites notes qu'on vous a envoyées ce matin concernant notamment les formalités administratives et aussi l'application pour suivre la production électrique de votre panneau. Je propose qu'on commence par la partie administrative, si tu veux. Alors, d'un point de vue administratif, commençons par le côté urbanisme. Donc, on s'est renseigné dans différentes communes et jusqu'à présent, en tout cas, les réponses sont les suivantes. Pour autant que le panneau ne soit pas visible de la voie publique, et qu'il soit installé au sol contre un mur ou sur une toiture, il n'est pas nécessaire de demander un permis d'urbanisme. Dans tous les autres cas, il est préférable effectivement s'adresser au service urbanisme de votre commune et donc de voir, en leur expliquant exactement l'endroit où vous souhaitez poser ce panneau, s'il y a un besoin ou pas, d'obtention d'une autorisation. Sinon, en principe, il n'y en a pas besoin. D'un point de vue électrique, alors il y a quand même un cas particulier effectivement en termes d'urbanisme, c'est pour ceux qui sont dans des copropriétés, donc principalement les personnes qui vivent en appartement. Dans ce cas-là, il faut préalablement bien entendu avoir théoriquement l'accord de la copropriété via une mention dans le règlement intérieur, d'ordre intérieur de la copropriété. Mention qui probablement n'existe pas aujourd'hui parce que c'est tellement nouveau que personne n'a indiqué ça encore dans son règlement, mais ça veut dire que via le syndic de copropriété, vous pouvez effectivement, dans le cadre d'une assemblée, éventuellement demander à ce que cette autorisation soit inclue dans le règlement. Sinon, il faudra quand même passer par le syndic pour qu'il y ait un questionnement des autres copropriétaires pour avoir l'accord. Donc voilà, d'un point de vue urbanistique, c'est tout. D'un point de vue électrique, beaucoup de questions ont été posées préalablement sur le contrôle de conformité de l'installation.
Alors, pour le règlement général pour les installations électriques, ces kits ils sont considérés comme des appareils mobiles ou transportables qui peuvent être branchés à une installation électrique via une prise de courant normale. Quand on dit normale, c'est quand même une prise, je dirais, avec prise de terre et avec un fusible derrière de l'ordre de 16 ampères. Hein, c'est ce qui est préconisé. Et donc, compte tenu de ça, il n'y a pas d'obligation de contrôle de conformité avant installation et avant mise en usage. Donc, ce n'est pas comme toutes les installations que nous avons sur nos toitures, donc des grosses installations où il y a un contrôle électrique qui doit être fait par un organisme, je dirais, agréé. Donc, pour brancher, je dirais, le kit plug and play, il n'y a pas besoin de cela. Deuxième déclaration à faire, c'est la déclaration au niveau du GRD, c'est-à-dire du gestionnaire de réseau de distribution, de manière plus globale pour ORES ou RESA selon la région. Et donc la règle, c'est que toute modification ou nouvelle installation de panneaux de production d'électricité, quel que soit son type ou sa puissance, doit faire l'objet d'une déclaration au GRD. Alors, cette déclaration se fait via un formulaire qui est standard pour l'ensemble des GRD, qui s'appelle le formulaire UP10, que l'on peut récupérer sur Internet sans problème. Alors, ce formulaire-là est un peu compliqué parce qu'il est valable pour tout type d'installation. Et donc, bon, il n'y a pas besoin de remplir toutes les cases, mais bon, il y a quand même 4 pages, donc il y a un certain nombre d'éléments à renseigner. Alors, quelle peut être l'importance, je dirais, de faire cette déclaration qui est obligatoire? Pour ceux qui n'ont pas de panneaux photovoltaïques aujourd'hui, qui c'est donc la première installation, compte tenu que nous sommes en 2025, il n'y aura pas d'implication ni de répercussion, je dirais, entre guillemets, financière, puisque toute nouvelle installation photovoltaïque depuis le 1er janvier 2024 rentre dans, je dirais, un régime qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2024, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus la compensation. Et donc, à ce titre-là, ça ne changera rien, puisque de toute façon, déjà, aujourd'hui, ceux qui n'ont pas de panneaux, ben, ma foi, ils achètent toute l'électricité qu'ils prélèvent sur le réseau. Et donc, dans le cadre de l'installation d'un panneau plug and play, vous allez produire et donc autoconsommer un certain nombre de kilowattheures. Ce sont des kilowattheures que vous n'aurez pas, que vous ne payerez pas finalement, puisque vous ne les prélèverez pas sur le réseau. En termes de puissance, des questions également avaient été posées. Est-ce qu'il y a des puissances maximum de plug and play? Alors, pour des raisons de sécurité, certaines régions recommandent déjà de limiter la puissance des onduleurs plug and play. En région wallonne, pour les renseignements que j'avais pris, la limite n'a pas encore été officialisée, donc d'aucuns diraient, puisqu'elle n'est pas officialisée, il n'y en a pas. Cependant, ils m'ont laissé entendre qu'ils bloqueraient certainement à 1 kW la puissance autorisée pour l'installation de panneaux plug and play par domicile. Voilà. Donc, après, dans le domaine électrique et de puissance, il y a un autre aspect des choses, c'est, entre guillemets, la qualité de votre installation à domicile. Donc, j'ai bien parlé de la prise avec prise de terre, je dirais, derrière un fusible 16 ampères tout à l'heure pour le branchement du panneau. Mais si vous avez des doutes sur la qualité de l'installation, à ce moment-là, il faut peut-être quand même que vous fassiez passer un électricien de manière à vous assurer que votre installation est, je dirais, capable de soutenir cette installation. Voilà. Alors, un petit complément pour ceux, parce que là, je viens de parler pour ceux qui n'avaient pas encore de panneaux, mais pour ceux qui ont déjà des panneaux, donc les prosumeurs d'aujourd'hui, normalement, donc, ils doivent déclarer l'installation d'un panneau plug and play complémentaire à leur installation via toujours le formulaire UP10 en expliquant l'installation actuelle et puis le complément qui va être ajouté. Forcément, je dirais la puissance installée complémentaire qui, dans ce cas, est de 500 watts crête pour le panneau, mais 450 watts, je dirais, de puissance au niveau de l'onduleur. Ces 450 watts de puissance s'ajouteront, disons, à leur puissance actuelle.
de manière à, je dirais, contribuer à la redevance prosumer que tout un chacun sait qu'il doit maintenant payer. Il y a quand même une limite, c'est-à-dire que tout le monde sait qu'aujourd'hui, ces installations sont limitées à 10 kVA de puissance. Donc, si vous êtes à 9,8 et puis que vous ajoutez 450 watts, vous allez donc dépasser les 10 kVA et ça, ma foi, ça, ce n'est pas autorisé. Donc, pour ceux qui sont dans ce cas de figure, il faudra peut-être limiter la puissance d'un des onduleurs de manière à ne pas dépasser les 10 kVA. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Je regarde sur mon document, mais c'est le document que vous avez reçu ce matin, donc je viens d'en lire une partie. Euh, Si vous avez des questions, je suis toujours à votre disposition. Et puis même après, vous pouvez faire remonter les questions et on cherchera les réponses. J'ai effectivement, bon, le panneau, il est effectivement biface, mais en fait, il faut savoir que pourquoi est-ce qu'il est biface? C'est parce que la face arrière du panneau a été remplacée par une feuille, je dirais transparente, type verre, au lieu d'un plastique noir. Donc, effectivement, il est biface à ce titre-là, mais j'ai posé la question parce que moi, j'avais mis effectivement, je dirais, un peu une surface blanche par-dessous le panneau. C'est négligeable. Donc, je me suis renseigné et on m'a dit c'est de l'ordre de 2%. 5%, je ne sais pas qui a dit 5%, mais on m'a dit c'est de l'ordre de 2%, donc c'est négligeable. Je pense que c'est pas la peine d'essayer de récupérer quelque chose par l'arrière du panneau. Alors, pour ceux qui ont plusieurs panneaux, il y a effectivement la possibilité, notamment pour 2 panneaux, de brancher 2 panneaux, je dirais, en série, sur le câble et donc d'avoir une seule, Beambox pour le raccordement sur le circuit, électrique de la maison. Par contre, bon, cette configuration-là n'avait pas été, je dirais, exprimée, je dirais, au départ pour ceux qui en ont acheté 2. Donc aujourd'hui, ils ont, je dirais, le kit complet de 2 Beambox et donc 2 câbles et donc ils peuvent brancher, je dirais, les 2 indépendamment l'un de l'autre sur 2 prises différentes. J'ai engagé la question aujourd'hui auprès de notre fournisseur de manière à connaître, parce que là j'ai bien vu qu'il y avait effectivement un câble d'extension, ils appellent ça, qui permet de brancher les 2 panneaux l'un derrière l'autre et donc de n'avoir qu'un seul câble de raccordement sur le circuit électrique de la maison. Donc je l'ai questionné, je dirais, sur la possibilité d'obtenir ce câble d'extension, quelle en était sa référence, son prix et la manière de pouvoir le commander. Je n'ai pas la réponse pour le moment, donc dès que j'aurai la réponse, on pourra également le fournir à tous ceux qui ont eu des panneaux. Si la question effectivement est de dire est-ce qu'on peut bâcher 3 panneaux sur une seule prise avec un seul câble, la réponse est non. C'est clair. On peut les brancher sur 2 prises du même circuit, mais pas sur la même. Ah, ben, c'est-à-dire qu'il n'existe pas, en tout cas dans la documentation que j'ai pu examiner, il n'y a pas la possibilité de mettre, par exemple, 2 câbles d'extension pour pouvoir mettre 3 panneaux successivement et avec un seul câble le mettre dans une seule prise. Ça, non. On ne dépasse pas la puissance, je dirais, de 900 watts, puisqu'il y a 450 plus 450, sur un câble et une Beambox. Donc, ceux qui ont 3 panneaux et qui veulent les brancher tous les 3 peuvent éventuellement acheter donc un câble d'extension dès qu'on aura les références et donc en mettre 2 sur une prise et puis le troisième sur une autre prise avec la Beambox individuelle pour ce troisième panneau. Ok, merci. Merci pour les questions. Donc, encore une fois, s'il y a d'autres questions, ce sera encore possible d'en poser tout à l'heure. Je propose qu'on passe à la troisième partie et dernière partie du webinaire qui concerne le logiciel de suivi de la production ou l'installation en général, puisqu'il n'y a pas que du logiciel, évidemment, il y a de l'électronique avec. Alors pour cette troisième partie, vous avez un autre document que j'ai rédigé effectivement à la suite de l'expérience que j'ai eue. Ça risque d'être peut-être un petit peu long si on le fait de manière interactive maintenant, parce qu'en fait, il faut donc télécharger sur votre smartphone à partir d'Apple
Alors, bon, je pense que je vais reprendre le document et puis s'il y a des questions, je dirais, on pourra répondre aux questions parce que ça va prendre un certain temps, à mon avis, tout un chacun pour se brancher. Il faudra peut-être être plutôt, je dirais, en réponse aux questions si certaines personnes rencontrent un problème. Donc, en fait, avec ce kit, il est possible de suivre la production du panneau à travers une application sur tablette ou sur smartphone. Et donc, il faut télécharger et installer l'application BIM Energy à partir de Play Store ou d'Apple Store, selon le type d'appareil que l'on a. Et sur cette application, il faut créer un compte en renseignant tous les champs demandés. Et dans les champs, il y a un certain nombre d'éléments tels que sa situation géographique, l'orientation précise dans laquelle le panneau va se trouver. Bien entendu, il y aura également la validation de votre adresse mail avec un aller-retour. Donc, ça prend un petit peu de temps. Et puis ensuite, à partir de l'application, il faut donc faire le lien de votre compte avec le panneau qui est installé. Et donc, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle faire l'appairage entre, je dirais, le panneau et votre compte via l'application. Pour ce faire, il faut donc avoir du Wi-Fi chez vous proche de l'endroit où sera la BIMbox, connaître le nom du Wi-Fi chez vous, connaître, je dirais, le mot de passe, bien entendu, correspondant. Et il faut se situer proche de la BIMbox. Pourquoi? Parce que le fonctionnement d'appairage se fait de la manière suivante. Le processus, il faut brancher le panneau donc, sur la prise de courant et pendant une quinzaine de minutes, la BIMbox va émettre un signal Wi-Fi. Et ce signal Wi-Fi, vous allez pouvoir le capter sur votre appareil et donc vous vous branchez sur ce Wi-Fi lorsque vous l'avez repéré. Si vous ne le connaissez pas, si vous n'êtes pas sûr que c'est le bon, vous pouvez repérer effectivement le numéro de la BIMbox que je vous ai montré tout à l'heure à l'arrière de la BIMbox pour vous assurer que c'est bien celle-là qui vous concerne. Et lorsque vous avez effectivement repéré que vous êtes connecté sur ce dernier et que vous avez tous les éléments qui vous concernent, il vous est ensuite demandé le nom du Wi-Fi utilisé chez vous. Donc, vous rentrez le nom, vous rentrez le mot de passe, et puis le processus se finalise en indiquant que l'appairage est réussi. Donc ça peut effectivement demander un certain temps, surtout qu'on n'y arrive pas toujours la première fois, ce qui m'est arrivé, bien entendu. Et quand on n'y arrive pas, dans les 15 minutes qui s'écoulent, eh bien, il faut débrancher le panneau, le rebrancher, et on repart pour une quinzaine de minutes dans lesquelles, bien entendu, comme c'est la deuxième fois, on va plus vite et donc on arrive finalement à pouvoir réussir l'appairage. Et quand l'appairage est réussi, ça demande un certain temps d'attente. Moi, je pense que j'ai laissé tranquille pendant à peu près 1 heure. Et ensuite, on peut revenir sur l'application et ça permet de connaître et de suivre, je dirais, la production que vous avez avec votre panneau. Production que l'on peut avoir, les informations sont diverses, elles sont sur le document que je vous ai envoyé. Hein. Donc, on a bien entendu, on ne connaît pas les appareils qu'il y a chez vous. Et donc, en fonction des renseignements que vous avez indiqués sur votre compte, l'application estime la production mensuelle que vous devriez pouvoir produire avec le kit. Et donc, à partir de là, eh bien, après 1 jour, 2 jours, 3 jours, si vous retournez sur l'application, elle vous montre que vous avez, je dirais, produit 10, 15, 20% de votre production estimée pour le mois. Et au fur et à mesure que les jours avancent, l'application vous présente également l'équivalent en termes d'appareils consommateurs mensuels en disant voilà, vous avez produit par exemple ce qu'un ordinateur aurait consommé pendant 1 mois, vous avez produit ce que votre réfrigérateur aurait consommé pendant 1 mois. Donc ça n'a rien à voir avec vos appareils à vous, mais c'est une image de ce qui a été, je dirais, produit en termes global
en correspondance à la consommation d'un certain nombre d'appareils que vous pouvez avoir chez vous. Le compteur est remis à zéro tous les mois. Donc, au début du mois, il est remis à zéro et on repart pour une tranche en fonction du mois, bien entendu, de la météo, de l'orientation, etc. Il y a une estimation différente qui est proposée et donc ça vous permet de suivre la production de cette manière-là. Vous avez la possibilité de sortir également, de voir la puissance instantanée produite. Bon, ça aussi, c'est quelque chose qui est très variable. Il suffit qu'il passe un nuage pour que ça descende et puis ça remonte. Vous avez la possibilité de voir la production dans la journée, donc la courbe dans la journée, ça c'est la production instantanée, donc c'est un petit graphique comme ça. La production dans une journée, donc en dessous vous pouvez choisir le jour, la semaine, le mois ou l'année. Ici c'est le mois, donc par exemple le mois de juin, c'est ce que ça a été produit le mois de juin avec le kit qui avait été, je dirais, installé à titre d'essai. Et voilà l'image, je dirais un petit peu, le pourcentage à une date donnée, bien entendu, depuis le début du mois. Alors, 45 000 Wh, hein, ne nous trompons pas, hein, ça fait 45 kWh en fait. Et donc, ça vous donne la liste un petit peu, je dirais, des consommateurs potentiellement, je dirais, satisfaits par la production de votre kit sur la période écoulée. Je crois que j'ai à peu près tout dit, mais tout ce que je viens de vous dire se retrouve sur le document que vous avez, hein, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes. J'espère avoir été le plus didactique possible dans la présentation du document. Très bien, merci beaucoup, Roland. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Jean-Claude ici, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Oui. Oui, bonjour, merci pour ce webinaire. Voilà, j'ai connecté le panneau, donc voilà, c'est super bien fait, facile à monter. Enfin, tout est déjà pré-monté. Et alors, dans la notice rouge, il faut scanner le petit QR code pour activer le panneau, parce qu'il clignote rouge. Est-ce que vous avez des informations pour cette activation du panneau? Vous parlez du QR code qui est à l'arrière de la Beambox? Oui, c'est ça, sur l'élément blanc, là. Est-ce qu'il faut passer par là ou pas? Parce que j'ai activé, alors on me demande mon numéro de carte de crédit. Et voilà. Oui, il y a deux manières de faire. Effectivement, c'est de scanner, je dirais, le QR code derrière la Beambox ou de rentrer, je dirais, le numéro qui est juste en dessous. Donc, ce sont deux façons différentes de rentrer, je dirais, la référence de la Beambox. Moi, j'ai rentré, je dirais, l'information sous forme littérale plutôt que de le scanner. Et vous n'avez pas eu besoin de rentrer votre numéro de carte de crédit, quoi, du coup. Ah non. Ok. Non, ça... Peut-être une petite précision. Le webinaire qu'on est en train de faire, évidemment, nous sommes des membres des trois coopératives qu'on a citées en introduction, donc on n'est pas des spécialistes. Et Roland, comme il l'a expliqué tout à l'heure, avait déjà pratiqué cette procédure d'installation pour pouvoir l'expliquer aujourd'hui et vous permettre de gagner du temps. Mais s'il y a des questions complexes ou bien des dysfonctionnements, on ne va pas être en mesure de vous y répondre. Mais il y a un service après-vente chez le fournisseur, hein, et d'ailleurs, il précise bien qu'il ne faut pas passer par des intermédiaires. S'il y a des problèmes ou des questions spécifiques, le mieux, c'est de s'adresser directement à leur service après-vente. Toutes les informations sont sur leur site Internet et j'imagine aussi dans la documentation qui est dans la caisse. D'accord, merci. Le point le plus délicat, effectivement, c'est de faire l'appairage et donc c'est de repérer, je dirais, le Wi-Fi de la Beambox sur son appareil. À partir du moment où cette connexion est faite, puisqu'il faut se connecter en fait sur la Beambox avec son appareil, sa tablette ou son smartphone. Et à partir du moment où on est bien connecté correctement, et donc c'est à ce moment-là où il demande éventuellement de scanner le QR code derrière ou de rentrer. À partir de ce moment-là, le reste, à mon avis, enfin moi j'ai trouvé que ça marchait très bien.
Mais Ok, de toute façon, merci tout est bien. gratuit, hein. Il n'y a pas à rentrer de carte de crédit ou de code quelconque pour un paiement quelconque, hein. D'accord, merci Tout est pour cette gratuit. précision. Merci. Est-ce que quelqu'un a pensé à une fixation sur la balustrade d'un balcon? Oui, c'est prévu. C'est possible. BIM fournit la ferraille. Il faut commander des ferrailles. Moi, je pense que techniquement, on a vu qu'il y avait les possibilités, donc il y a probablement une fixation spécifique à prévoir du type colson, comme ça a été évoqué, mais ce n'est pas... Je ne fixerai pas un panneau sur une balustrade de balcon avec des colsons, hein. Mhm. Moi, il s'était posé par terre sur, je dirais, une terrasse en caillebotis, donc c'était juste pour ne pas qu'il bouge, fixé par Donc terre. là, j'allais dire à peu près la même chose, c'est-à-dire que moi, je ne prendrai pas non plus la liberté sans consulter directement le fabricant et leur demander leurs recommandations, hein. Ils ont des kits chez BIM pour ça. Oui, mais enfin, les balustrades de balcon, il y a autant de balustrades de balcon que d'immeubles, hein. Donc, à mon avis, il faut quand même effectivement avoir une fixation suffisamment rigide et solide pour ne pas... Parce que le balcon, il faut voir effectivement déjà, à ce moment-là, on revient, je dirais, à l'aspect urbanistique des choses, puisque, je dirais, là, il faut déjà s'assurer qu'effectivement, on a l'autorisation de l'urbanisme de pouvoir poser sur un balcon. Si c'est un balcon privé chez soi, bon, bien sûr, il n'y a pas d'autorisation nécessaire, mais ça nécessite quand même d'avoir une fixation suffisamment solide pour ne pas avoir un accident, je dirais, bon, une destruction du kit d'une part, mais également, je dirais, un accident pour une personne quelconque, s'il n'y a jamais une chute du panneau, quoi. Ok. Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup de nous avoir rejoints. On vous souhaite un bon amusement, un bon déballage de votre nouveau jeu de mots. Et donc, encore une fois, si jamais il y a le moindre problème, BIM, le fournisseur nous a bien confirmé que c'était chez eux qu'il fallait se connecter et leur demander les explications ou les actions correctives éventuelles. À très bientôt et encore une fois, félicitations de votre choix de contribuer à la transition énergétique et de supporter les coopératives citoyennes. À bientôt. Merci bien. Au revoir.